Bonjour à tous, pour le mois de septembre, analyse du film Goldfinger sorti en 1964. Dans la première partie, petit résumé du film et rencontre avec l'équipe de tournage et les acteurs. Le film d'espionnage britannique Goldfinger, sorti en 1964, fut adapté du roman éponyme écrit en 1959. C'est le troisième épisode des aventures de James Bond réalisé par Eon Productions. Le roman paraîtra en France pour la première fois en 1960 sous le titre Opération Chloroforme. Le budget du film est estimé à 3 millions de dollars, si bien qu'il peut être considéré comme un des premiers blockbusters de l'industrie cinématographique. En 1999, il a été classé à la 70e place dans la liste du British Film Institute des 100 meilleurs films britanniques. Goldfinger est aujourd'hui encore considéré comme un des meilleurs films de James Bond de tous les temps. Vers novembre 1964, après avoir détruit le laboratoire d'un trafiquant d'héroïne mexicain, James Bond est au repos à l'hôtel Fontainebleau à Miami Beach, en Floride. Il se voit délivrer un message de son supérieur M par l'intermédiaire de son homologue de la CIA, Felix Leiter, lui demandant de surveiller Auric Goldfinger, un homme d'affaires international aux activités douteuses. James trouve ce dernier en train de tricher à une partie de gin Rami avec l'aide de sa secrétaire Jill Masterson. Celle-ci, depuis le balcon de sa chambre d'hôtel, communique à son patron le jeu de son adversaire qu'elle observe avec une paire de jumelles. En se substituant à elle, Bond oblige Goldfinger à perdre 15 000 $ s'il ne veut pas que la police de Miami enquête sur ses activités. Furieux, l'homme d'affaires envoie son homme de main, Oddjob, assommer l'espion britannique et tuer son assistante traîtresse en la recouvrant d'une peinture dorée. À Londres, Bond prend connaissance des opérations de contrebande d'or menées par Goldfinger auprès du colonel Smithers, un responsable de la Banque d'Angleterre. James est chargé d'établir par quels moyens le trafiquant fait passer les frontières aux métals précieux. Pour cette nouvelle mission, il se voit remettre un équipement sophistiqué par le quartier-maître Q. Faisant en sorte de retrouver Auric au club de golf qu'il possède, Bond dispute une partie avec l'entrepreneur et, pour l'appâter, propose un lingot d'or provenant d'un trésor nazi comme enjeu. Bond se rend compte que Goldfinger triche encore, avec la complicité d'Oddjob, mais parvient à remporter la partie en substituant la balle de son adversaire. Énervé, Goldfinger lui demande de rester en dehors de ses affaires et son majordome écrase avec fureur la fausse balle que Goldfinger a utilisée pour tricher. L'agent secret a placé un mouchard sur la voiture de Goldfinger et va le suivre jusqu'en Suisse. Cependant, il manque d'être tué par une mystérieuse jeune femme blonde armée d'un fusil qu'il tente, sans succès, d'identifier après avoir crevé les pneus de sa voiture. Espionnant Goldfinger et ses associés au siège de sa société Auric Enterprise à Stens, en Suisse, 007 se rend compte que le trafiquant se sert de sa Rolls-Royce plaquée or pour passer de grosses quantités du métal en contrebande, transformé en lingots par le biais d'un four spécial de son usine. En même temps, Bond surprend une conversation entre l'homme d'affaires et un savant atomiste dans laquelle il entend parler d'une opération Grand Chelem, sans pour autant savoir ce que cache cette dernière. En partant, 007 retrouve Tilly, alors qu'elle tente d'assassiner à nouveau le marchand d'or pour venger la mort de sa sœur. Tilly et James prennent la fuite à bord de l'Aston Martin, mais se font piéger par la falaise et tous deux doivent s'enfuir à pied. Tilly est tué par le chapeau melon d'Oddjob et Bond est lui-même capturé peu de temps après. L'agent est emmené dans l'usine de son ennemi et celui-ci, désormais conscient de sa véritable identité, tente de le tuer avec un laser industriel qui tranche la table sur laquelle l'anglais est attaché et se rapproche peu à peu de ses parties intimes. 007 raconte que le MI6 a connaissance de l'opération Grand Chelem et Goldfinger décide d'épargner l'agent secret afin de laisser croire que ce dernier domine la situation. Néanmoins, il le somme avec un tranquillisme. À son réveil, Bond traverse l'Atlantique dans l'avion privé de Goldfinger piloté par Pussy Galore à destination de son haras dans le Kentucky. James Bond se retrouve enfermé dans les sous-sols, tandis que Goldfinger reçoit des gangsters qui ont apporté le matériel nécessaire à l'opération Grand Chelem.
Celle-ci consiste à s'introduire dans la réserve fédérale de Fort Knox. Goldfinger sous-entend qu'il volera l'or du fort afin de payer les gangsters, mais il se trouve finalement n'avoir aucune intention de récompenser ces derniers, car il les fait exécuter par Kitch et Oddjob dès qu'ils ne sont plus utiles. Bond tente sans succès d'obtenir l'aide de la CIA en plaçant une note dans la poche d'un des gangsters. Goldfinger invite 007 à prendre un verre avec lui et expose les détails de l'opération Grand Chelem. Il souhaite irradier le stock d'or américain sécurisé au dépôt de Fort Knox avec un engin atomique. Cette bombe rendra le stock d'or inutilisable pendant 58 ans, ce qui augmentera grandement la valeur de l'or détenu par lui-même. L'opération Grand Chelem est déclenchée par l'épandage d'un gaz finalement inoffensif sur Fort Knox par l'équipe féminine de pilotes du Flying Circus de Pussy Galore. Les militaires feignent de s'évanouir, les agents chinois dynamitent le portail de Fort Knox et y pénètrent à l'aide du laser. Goldfinger arrive alors par hélicoptère avec la bombe à laquelle 007 est attaché. Après les avoir déposés dans la réserve d'or, l'armée encercle les bandits, mais Goldfinger a prévu une échappatoire. Déguisé en soldat américain, il verrouille le coffre, piégeant Bond, Oddjob et Kitch avec la bombe à l'intérieur, afin d'assurer la réussite de son complot. Ne voulant pas mourir ainsi, Kitch tente de désamorcer la bombe, mais est tué par Oddjob, toujours farouchement loyal envers Goldfinger. Oddjob tente ensuite d'arrêter Bond, qui se libère de ses menottes avec une clé récupérée sur le cadavre de Kitch. Et les deux hommes se livrent alors à un long affrontement. Le Coréen sera électrocuté. Les troupes américaines abattent entre-temps les sbires restants de Goldfinger et déverrouillent le coffre-fort alors qu'un expert scientifique atomique désamorce la bombe 7 secondes avant la détonation, déjouant définitivement l'opération Grand Chelem. Bond est invité à dîner à la Maison-Blanche avec le président américain. Mais Goldfinger détourne le jet privé censé conduire 007 à Washington avec l'aide forcée de Pussy, et se confronte à son ennemi une dernière fois et déclare qu'il prévoit désormais de s'enfuir à Cuba. Bond et Goldfinger se battent et une balle traverse un hublot, créant une dépressurisation. Goldfinger est aspiré dans le vide, Bond aide Galore à sauter en parachute avant que l'avion ne s'écrase. Letter, en hélicoptère, parvient à retrouver l'agent secret et sa complice. Ian Fleming eut l'idée du roman suite à sa rencontre avec un courtier en or dans une station thermale du Surrey en avril 1956. Pour l'adaptation de Goldfinger, les deux producteurs, Albert Broccoli et Harry Saltzman, débloquent la somme de 3 millions de dollars. Selon eux, l'histoire est parfaitement adaptée au marché nord-américain, contrairement au film précédent qui se déroulait en Europe et aux Caraïbes. Terence Young, le réalisateur des deux films précédents, se désengage à la suite d'un désaccord financier. Ce dernier réclamait un pourcentage sur les recettes en plus de son salaire. Aucun regret, car il juge le scénario minable et mal fichu. Je cite, « Bond passe la moitié du film enfermé chez le méchant et l'autre moitié à essayer de s'échapper. C'est absurde. » James Bond est totalement passif, se contentant d'être le spectateur de ses propres aventures. C'est précisément cette situation passive de Bond qui fit le succès du film. Le public pouvait plus aisément s'identifier au héros. La réalisation du film est donc confiée à Guy Hamilton, qui avait auparavant refusé de mettre en scène James Bond 007 contre Dr. No. Ce Britannique, né à Paris, fut l'assistant de John Huston et de Carol Reed. Avec lui s'installe, jusqu'à l'ère Craig, dans le cahier des charges bondien, la multiplication des éléments humoristiques dès le pré-générique et au mépris désormais d'un certain réalisme. Hamilton participa au développement du personnage de Goldfinger lors de la retranscription du film à l'écran. Il confia à ce propos, je cite, « J'avais peur en voyant Bon baiser de Russie que Bond ne devienne un Superman. Il est tellement fort qu'il n'y a plus de réel danger et plus de suspense. Il faut alors pour Bond des adversaires à sa taille. Je tenais à ce que l'ennemi principal soit un homme très intelligent, qui peut avoir des conversations avec Bond sur le vin ou les cigares, mais qui ne s'occupe pas des basses œuvres. » En conséquence, l'intrigue du film privilégie des rencontres courtoises entre Bond et Goldfinger plutôt qu'un cadre tendu, un autre élément qui servira de modèle pour les futures rencontres entre 007 et ses ennemis dans les films suivants.
Goldfinger marque le retour du coordinateur de cascade Bob Simmons et du chef décorateur Ken Adam. Les deux hommes ont joué un rôle crucial dans le développement de ce film. Avec l'aide de l'ingénieur John Steers, Adam donna vie aux fantaisies du réalisateur. Des spectateurs auraient demandé à ce dernier dans quel magasin il pouvait se procurer les gadgets visibles dans le film. Alors qu'il tourne Bon baiser de Russie, les deux producteurs demandent à Richard Maybaum d'écrire le scénario de Goldfinger. Il livre une première ébauche en mai 1963. Peu satisfait de celle-ci, Saltzman engage l'écrivain Berkeley Mather pour apporter des révisions au scénario. Tilly Masterson, la sœur de la fille peinte en or, est tuée et non plus capturée. Ce qui permet au personnage de Pussy Galore de prendre plus d'importance dans la seconde partie de l'histoire, même si on prend soin de gommer son homosexualité. La deuxième version est présentée en septembre, avant que Paul Dean ne soit chargé de faire une synthèse entre les deux scripts en décembre. Il eut l'idée de mettre en scène une séquence de pré-générique déconnectée du reste de l'intrigue. Hamilton déclare que le caractère britannique du héros a disparu dans le script, tandis que Sean Connery trouve que le résultat final manque de sérieux. Les scénaristes repartent au travail, et finalement, le texte est livré en février 1964. Maybaum revisita le plan de Goldfinger consistant à voler l'or de Fort Knox, dont la crédibilité avait été remise en question. Les critiques du livre ont en effet rapporté qu'il faudrait des heures, voire des jours, pour transporter les 15 millions de dollars détenus dans le fort, et que l'armée américaine serait inévitablement intervenue pendant ce temps-là. En conséquence, dans le film, bien que Bond suppose originellement que Goldfinger a l'intention de voler l'or, il se rend vite compte que cela serait impossible et que le véritable projet du méchant consiste à faire exploser une bombe atomique dans le coffre-fort de la banque pour irradier l'or et la rendre ainsi inutile pendant plusieurs décennies. Il a cependant été rapporté par la suite que ce plan n'était lui non plus pas crédible, puisque les concurrents du métallurgiste auraient eux aussi bénéficié de l'augmentation du prix de l'or. En outre, bien que Goldfinger prétende dans le film que l'or de Fort Knox serait radioactif pendant 58 ans, si son plan était mis à exécution, cela est également faux puisque l'or perdrait en réalité son rayonnement au bout d'un mois. De nombreux événements perturbent la vie de Sean Connery. Papa depuis le 11 janvier 1963 d'un petit garçon prénommé Jason, il s'accorde quelques semaines de vacances après le tournage de Bon baiser de Russie. Il en profite pour jouer dans La femme de paille de Basil Dearden avec Gina Lollobrigida et dans Pas de printemps pour Marnie d'Alfred Hitchcock avec Tippi Hedren. Le cachet de l'acteur passe à 400 000 $. Broccoli refuse de payer une telle somme. Il lui propose un cachet de 50 000 $ et un pourcentage sur les recettes. L'Écossais accepte sans hésiter. Et il a raison, puisque 007 va lui rapporter des millions. Bien que l'action du film se déroule aux États-Unis, Sean va essentiellement tourner dans les nouveaux studios Pinewood de Londres. Seul Sack Linder, l'interprète de Felix Leiter, se rendra à Miami pour tourner la séquence à l'hôtel Fontainebleau de Miami Beach. Sean passera tout de même une semaine sur le parcours de golf Stoke Poges Golf Club afin de rencontrer Goldfinger. Sean Connery endosse le costume de James Bond pour la 3e fois et commence à éprouver des sentiments confus envers le personnage. Certains prétendent qu'il le déteste, d'autres qu'il lui doit tout. Même l'acteur écossais ne sait plus quoi en penser. Je vous cite quelques extraits tirés d'interviews réalisées par l'acteur. Contrairement à ce que certains ont pu dire, je n'ai jamais détesté Bond. Pour créer ce personnage, il faut avoir une certaine maîtrise du métier de comédien. J'ai toujours détesté ce foutu Bond, je voudrais le tuer. Je suis attachée à Bond, à tout ce qui lui arrive. On ne peut pas ne pas entretenir un lien étroit avec un personnage auquel on a été associé aussi longtemps. Il faut dire que Bond lui empoisonne la vie. En dépit d'une belle carrière cinématographique, les journalistes insistent pour l'interroger sur 007. Mais nous reviendrons sur les effets de la Bondmania dans le film suivant. Mais avant de vous parler des autres acteurs, je voudrais m'attarder sur une scène qui causa quelques sueurs froides à Sean. Bond est immobilisé sur une table d'acier pour y être découpé avec un laser. Le rayon se dirige tout droit vers son entrejambe. L'acteur écossais n'a guère confiance dans le laser industriel que Guy Hamilton tente de lui imposer.
il propose l'emploi d'un rayon lumineux, beaucoup moins dangereux. Sauf que ce dernier n'est pas visible sur la pellicule. Le moment des compromis est donc arrivé. Les deux hommes se mettent d'accord sur l'utilisation d'un chalumeau à acétylène. L'équipe des effets spéciaux, dirigée par John Steer, se fait plaisir. Je cite le spécialiste. Les tôles en or que le laser découpe en direction de l'entrejambe de Bond étaient des tôles en laiton. Nous avons dû prédécouper la zone destinée à fondre, ressouder le tout délicatement à l'aide de plomb, puis retravailler la finition pour rendre l'aspect doré. Un technicien s'installe donc sous la table et la découpe par en dessous, ce qui ne rassure pas l'acteur. Petit bémol, quand un laser industriel découpe du métal, il produit une coupe nette et droite. Or dans le film, la découpe est grossière et irrégulière et prouve qu'elle a été créée par un chalumeau. Dans les deux films précédents, les producteurs et le réalisateur avaient opté pour une connue pour interpréter le rôle de la James Bond Girl. Ici, ils engagent une actrice déjà connue du grand public pour sa performance dans la série Chapeau melon et bottes de cuir aux côtés de Patrick Macnee. Honor Blackman est née dans un quartier populaire de Londres le 22 août 1925. Ayant honte de son accent populaire, qu'elle jugeait vulgaire, elle prend des cours d'élocution durant son adolescence. Passionnée d'arts martiaux, elle commence sa vie professionnelle comme fonctionnaire au ministère de l'Information dès le début des années 1940, tout en poursuivant ses études et travaillant le soir à la Guildhall School of Music and Drama. Diplôme en poche, en mai 1945, elle démissionne pour entrer dans la police en tant qu'estafette, ce qui signifie motard pour les Britanniques. Ses collègues la surnomment Top Gear Gertie. Afin de se consacrer définitivement au métier d'actrice, elle se fait engager dans une troupe avec laquelle elle part en tournée pour interpréter The Guinea Pig, où elle est la doublure de l'actrice principale. Elle n'a l'occasion de jouer qu'à 2 reprises seulement. À l'automne 1947, le producteur John Boulting lui offre son premier rôle au cinéma. On va la voir à l'écran dans une vingtaine de longs métrages avant Goldfinger, dont Passeport diplomatique, Atlantique latitude 41 degrés et Jason et les Argonautes. Amis ou ennemis, les conquêtes de Bond portent souvent des noms à double sens en anglais. Pussy Galore signifie chatte à gogo. Elle doit son nom à une légendaire tenancière de maison close exerçant à Saratoga dans l'État de New York. United Artists envisagea de changer le nom de Pussy en Kitty Galore, ce qui n'était guère mieux. Chatte à gogo ou minette à gogo. Comme toutes les actrices qui l'ont précédée, Honor Blackman est blonde, tandis que son personnage dans le roman est brun. À chacun ses fantasmes. La jeune femme est décrite comme étant une femme audacieuse, autoritaire, plutôt intelligente, sûre d'elle et inflexible. Elle soutient Goldfinger dans ses objectifs sans poser de questions et envisage de profiter de ses revenus pour s'installer dans un îlot aux Bahamas et y mener une vie primitive une fois l'opération Grand Chelem terminée. Elle semble donc être égoïste et avoir peu de considération pour toutes les vies menacées par le plan de son employeur, ni être réticente à y contribuer. En 1959, Ian Fleming planche sur son 7e roman, mais il désespère de trouver un patronyme à la hauteur du méchant qu'il façonne. Un homme qui projette de voler tout l'or américain stocké dans le coffre-fort de Fort Knox, bien que sa réserve personnelle avoisine les 20 millions de livres. Un de ses amis lui suggère de le baptiser Goldprick. Pardonnez-moi la traduction, connard en or. Finalement, Ian opte pour Auric Goldfinger. L'écrivain solde ainsi une vieille affaire, une sorte de vengeance. Après la guerre, la ville de Londres doit être reconstruite. Les anciens bâtiments victoriens sont rasés, provoquant l'indignation de Fleming. Des immeubles contemporains les remplacent, érigés selon les plans de l'architecte Erno Goldfinger. À la sortie du roman, ce dernier hésita à intenter un procès à Fleming. Un arrangement est trouvé, l'éditeur lui versa un dédommagement et lui offrit 7 exemplaires du livre. Quel acteur interprétera ce nouveau méchant qui, pour une fois, n'appartient pas au spectre? Harry Saltzman souhaite le chanteur et acteur américain Theodore Bickel, rencontré dans My Fair Lady. Sauf que ce dernier échoue lors des auditions.
Le grec Titos Vandis? Pas très convaincant. Orson Welles? Beaucoup trop cher. Broccoli et Hamilton songent alors à Gert Frobe, un comédien d'envergure de 50 ans qu'ils ont repéré dans Ça s'est passé en plein jour, film allemand dans lequel l'acteur incarne un tueur pédophile. Le corpulent allemand semble coller au personnage avec son air à la fois débonnaire et menaçant. Gert est très étonné de la proposition de Broccoli, mais s'en réjouit et donne un accord immédiat. Enfant, Gert divertit sa famille et les enfants du quartier au moyen d'un petit théâtre de marionnettes qu'on lui a offert. En 1919, il va au collège et prend des leçons de piano et de violon. Alors que son père fait faillite, il soutient sa famille en intégrant un trio comme violoniste. Le groupe se produit localement dans des hôtels, des cafés, des clubs, lors des mariages, etc. En 1933, Gert intègre un cirque où il fait le mime, le clown et le jongleur, avant de trouver un emploi à l'Académie des Beaux-Arts de Dresde comme machiniste et décorateur. En 1934, à l'âge de 21 ans, il adhère au Parti national-socialiste des travailleurs allemands, mais en part 3 ans plus tard. Il commence une carrière de comédien. Grand acteur de théâtre, Frobe travaille pour le cinéma à partir de 1955. Héros de longs métrages presque tous inédits dans les autres pays d'Europe. Le français Yves Ciampi lui a donné sa première chance internationale dans Les héros sont fatigués face à Yves Montand. Depuis, Jules Dassin l'a dirigé dans Celui qui doit mourir, Henri Decoing dans Charmant garçon, Fritz Lang dans Le diabolique Docteur Mabuse, et Yves Ciampi de nouveau dans Typhon sur Nagasaki. Gert fut aussi l'un des héros de l'opération de Katsu, le partenaire de Maurice Ronet et Robert Hossein dans Le meurtrier de Claude Autant-Laran, celui de Jean-Paul Belmondo dans Peau de banane avec Marcel Holfous, sans oublier sa participation au Jour le plus long, dans un rôle d'officier allemand, bien évidemment. Un gros souci se présente à Guy Hamilton dès le premier jour de tournage. Gert ne parle pas un mot d'anglais. La production engagea l'actrice allemande Niki van der Zyl comme coach de dialogue. Le comédien découvre heure par heure son travail et répète les dialogues avec un accent affreux. Le cinéaste trouve la solution assez rapidement en demandant à Frobe de dire son texte en allemand et à vive allure. Le soir, c'est le comédien britannique Michael Collins qui double dès les rushs les répliques mises en boîte durant la journée. Toutefois, la véritable voix de Gert peut être entendue dans la bande-annonce originale du film lorsque Goldfinger prononce la phrase « Choisissez avec soin votre prochain mot, monsieur Bond, il pourrait être le dernier ». Lors de la sortie du film Goldfinger en salle, Frobe ne pourra pas le voir avec sa famille, toujours située à Zwickau, car la ville est en RDA. En Israël, la première fait scandale parce que Gert Frobe est présent dans la salle. Parce qu'il a été membre du parti nazi durant les années 1930, les Juifs ne veulent pas de sa présence dans leur pays, au point que plusieurs salles refusent de projeter le long métrage. Le boycott dura quelques mois jusqu'à l'intervention de Mario Blumenau, autrichien également juif, qui révèle à l'ambassade d'Israël que Gert a sauvé de nombreuses personnes pendant la guerre, dont lui-même et sa mère. L'intervention calme l'hostilité des spectateurs. Le film peut enfin être distribué, notamment en Israël. La presse publie à son tour des faits tout à l'honneur de Gert, comme par exemple sa demande, lors du tournage, de ne pas faire gazer les ennemis de Goldfinger, tel que c'était voulu dans le scénario, mais de les tuer d'une manière plus simple, le gazage rappelant de trop mauvais souvenirs. En Israël, comme ailleurs, le film va dès lors connaître un triomphe. En 1966, l'acteur allemand incarna le général Dietrich von Scholtys dans Paris brûle-t-il. L'un de ses derniers films sera Le coup de parapluie de Gérard Houry en 1980, où il parodie son personnage de Goldfinger. Ainsi, si l'on fait abstraction de sa façade d'homme jovial qui ne perd jamais ses bonnes manières et sa sophistication, Houry Goldfinger est en réalité un brigand immoral, psychopathe et allergique à la concurrence, qui est prêt à tuer jusqu'à ses collaborateurs les plus intimes pour parvenir à ses fins. Il est aussi remarquablement prudent et calculateur, puisqu'il planifie chaque détail de ses stratagèmes avec soin et imagine des alternatives en cas de problème, sans jamais rien laisser au hasard. En outre, même si ses plans venaient à être déjoués par un ennemi récalcitrant,
Goldfinger serait déterminé à poursuivre ce dernier sans relâche pour lui faire payer ses actions. Ses ressources considérables et son armée personnelle lui assurent une protection quasi totale, ce qui lui permet généralement de satisfaire son besoin compulsif de gagner à tout prix. L'autre ennemi de James Bond, le domestique de Goldfinger, est un homme étrange, précisément décrit par Ian Fleming dans le roman. Pour l'incarner, Guy Hamilton souhaita faire appel à Harold Sakata après l'avoir vu dans une émission de catch sur la BBC. Sakata n'avait jamais joué auparavant, hormis dans des combats professionnels, mais le personnage du film était muet et requirait peu de compétences théâtrales. Pour le rôle d'odd job, qui veut dire petit boulot, Sakata est en concurrence avec un autre lutteur, Milton Reed. Pour être départagés, les deux catcheurs devaient à l'origine s'affronter. Le gagnant se serait vu confier le rôle. Toutefois, le combat n'a finalement pas eu lieu. Saltzman et Broccoli ayant décidé de donner le rôle à Sakata puisque Reed avait déjà joué un garde du Dr No. Le rôle de Job a marqué le début de la carrière cinématographique de Sakata. Reed a par la suite joué Sandor, un autre homme de main dans L'espion qui m'aimait. Né à Ulualoa en 1920, Toshiyuki Sakata, de son vrai nom, est un ancien haltérophile reconverti dans la lutte. Il a tout de même obtenu une médaille d'argent pour les États-Unis aux Jeux Olympiques de 1948. Puis transformé en catcheur professionnel sous le pseudo Tosh Toko. Sakata opte pour la profession d'acteur en 1953. Il joue donc odd job, n'exigeant qu'une seule chose de la production, la présence de son véritable nom à côté de celle de son pseudo au générique. Hamilton décrit l'acteur d'origine japonaise comme un type absolument charmant. L'acteur dut s'entraîner longuement avant de maîtriser le lancer de chapeau. Je le cite, « Je m'exerçais avec une statue en plâtre sur laquelle je visais le coup, encore et encore. La répétition du geste finit par le hanter. J'étais omnibulé par le coup des gens. Chaque fois que je rencontrais une jolie fille, je disais « Oh, ma chère, vous avez un coup très séduisant. » Je peux comprendre qu'elles aient un peu paniqué. Il apprend à maîtriser le geste, mais se sent mal à l'aise à l'idée de trancher la tête de Tanya Mallet, l'actrice qui joue Tilly Masterson. « Ne pourrais-je pas en abattre une laide ?» demanda-t-il au producteur. « Non, au job. » Après un bref passage au Planet Hollywood de Londres, le chapeau atterrit d'abord chez Christie's en septembre 1998, lors d'une vente aux enchères dédiée à Bond. Le chapeau fut adjugé plus de 61 000 livres sterling. Puis il finit son parcours sur le site de vente Julien's Auctions en juin 2006 où il s'envola pour 33 600 $. Deuxième anecdote. Harold interprète lui-même la scène de sa mort dans laquelle Odd Job est électrocuté par Bond. Scène qui faillit réellement coûter la vie de l'acteur. Les feux d'artifice, censés simuler la projection d'étincelles par le câble électrique, explosent tous en même temps. Sakata est sévèrement brûlé au poignet et à la main droite. Toutefois, il continue de tenir son chapeau. Hélas, le sort s'acharne contre lui. Les étincelles crépitent et fusent à nouveau, et atterrissent dans son pantalon. Je voulais que mon visage reflète une douleur atroce au moment où je devais succomber. Mais je n'ai même pas eu à faire semblant. Hamilton lui demande pourquoi il n'a pas lâché prise. Sakata répond « Vous n'avez pas dit couper, alors je me suis accroché. » Troisième anecdote. Lors du tournage en Suisse, Harold, paré des attributs de Odd Job, soit un costume rayé, une chemise blanche, une cravate et un chapeau melon, se fait conduire par son chauffeur à bord d'une Rolls-Royce jaune chaque matin jusqu'au lieu de tournage. À force de le voir passer ainsi devant un camp militaire, les soldats finissent par être convaincus qu'il s'agit de l'ambassadeur du Japon. Un jour, l'acteur a la surprise de les voir tous au garde à vous devant l'entrée du camp, le saluant avec déférence. Jill Masterson est un personnage mineur, mais essentiel dans le film. Elle est interprétée par l'actrice et chanteuse britannique Shirley Eaton, qui fut doublée par Nikki van der Zyl. Le rôle avait été initialement proposé à l'actrice britannique Shirley Ann Field, qui le refusa, tout comme John Collins. Wanda Van Tam, la mère de l'acteur Benedict Cumberbatch, fut également pressentie pour le rôle. Eaton obtint le rôle car elle accepta de poser à nu si les scènes étaient filmées avec goût.
Malgré le petit temps d'écran du personnage, le plan de Shirley recouverte d'or est l'un des plus iconiques de la saga et l'une des images les plus marquantes du cinéma. En novembre 1964, cette image a fait sensation lorsqu'elle a été reproduite en couverture du magazine Life. Bien qu'il s'agisse d'une cause de décès entièrement fictive, la scène emblématique a amené une grande partie du public à l'accepter comme un fait médical. Une légende urbaine circula selon laquelle elle fut inspirée par un mannequin suisse mort accidentellement de la même manière alors qu'il se préparait pour une séance photo. Toutefois, avoir le corps recouvert entièrement de peinture n'est pas sans danger. Différentes toxines ou bactéries présentes dans la peinture peuvent pénétrer dans l'organisme et la régulation de la température corporelle peut être affectée. Le fait de devoir peindre intégralement d'une couleur dorée le corps de Shirley va représenter une terrible corvée pour la jeune actrice. 2 heures sont nécessaires chaque matin, puis l'après-midi, 2 autres heures pour ôter cette peinture. La comédienne doit en effet être nettoyée avec de nombreux produits, puis elle est contrainte de s'installer dans un sauna où la peinture d'or s'élimine progressivement de chaque pore. En raison du coût de la matière première, l'actrice ne fut pas réellement recouverte d'or, mais d'une pâte de couleur dorée capable de résister à la chaleur infernale des projecteurs, obtenue après moultes essais en laboratoire. Bien que légende, par mesure de sécurité, un médecin était présent sur le plateau et une petite surface autour de son nombril ne fut pas enduite de peinture afin que sa peau puisse respirer. Dans Quantum of Solace, Mark Foster rendra hommage à cette scène mythique en disposant sur un lit le corps recouvert de pétrole de Gemma Atherton, exactement dans la même position que celui de Shirley Eaton 44 ans auparavant. Bernard Lee reprend le rôle de M, Lois Maxwell retrouve le costume de Miss Moneypenny et Desmond Llewellyn celui de Q. Tanya Mallet est une mannequin britannique très connue à l'époque et n'a aucune expérience d'actrice au moment d'interpréter Tilly Masterson. Elle avait toutefois passé des auditions pour incarner Tatiana Romanova, mais n'avait pu obtenir le rôle à cause de son accent anglais trop prononcé. D'après ses dires, elle aurait obtenu le rôle de Tilly après que quelqu'un ait envoyé une photo d'elle en bikini à Brocoli. Malgré le succès commercial et critique du film, Mallet prit sa retraite de comédienne quelques années plus tard pour continuer de se consacrer à sa carrière de mannequin. Elle invoqua 2 raisons. Primo, Mallet n'aimait pas les restrictions imposées à sa liberté personnelle lorsqu'elle était sous contrat pendant le tournage de Goldfinger, notamment l'impossibilité de voyager à l'étranger ou de monter à cheval. Deuxièmement, elle toucha un salaire dérisoire. Les producteurs lui proposèrent 50 livres par semaine. Elle négocia 150 livres par semaine, son salaire de mannequin. Tilly Masterson est une jeune femme distinguée, à la beauté renversante, qui se soucie avant tout de sa sœur, et serait fin prêt à lui rendre justice s'il devait lui arriver malheur. Elle adopte une attitude austère et limite impolie à l'égard des éventuelles personnes se dressant en travers de sa route, ce qui lui permet de s'imposer comme une des femmes les plus indépendantes des années 1960. Pour le personnage de Felix Slater, l'idée originale était de faire à nouveau appel à l'acteur américain Jack Lord. Mais les exigences financières de ce dernier s'avérèrent trop onéreuses. De plus, il souhaitait également avoir un rôle plus important que ce qui était initialement prévu. Les producteurs partirent donc à la recherche d'un nouvel acteur et se tournèrent vers l'acteur canadien Austin Willis. Mais en janvier 1964, alors que Guy Hamilton tourne les scènes d'extérieur à Miami Beach, il estime que Willis correspond davantage au profil de Simons, l'homme piégé aux cartes par Goldfinger. Le rôle de Letter est donc confié à Zach Linder. Le cascadeur et acteur Alf Joint a obtenu le rôle de Capungo, le voyou mexicain qui affronte Bond dans le pré-générique, après que l'acteur initialement choisi pour incarner le personnage ait été arrêté pour avoir volé des chars. Je vous remercie d'avoir visionné cette première partie. La semaine prochaine, l'étude technique du film avec le tournage, les décors, la musique, les gadgets, etc. En attendant, je vous souhaite un agréable week-end.